L'euphorie de la victoire aura été de très courte durée pour le président iranien Hassan Rouhani, largement réélu ce samedi dès le premier tour avec 57% des voix à la tête de la République islamique. Le président sortant est déjà confronté à de nombreux défis. En visite à Riyad, Donald Trump, le président américain, a d'emblée plombé l'ambiance en appelant ce week-end tous les pays à isoler l'Iran, accusé de soutenir le terrorisme. Et dans le même temps, sur le plan intérieur, le pouvoir judiciaire et les gardiens de la révolution, c'est-à-dire l'armée d'élite du régime islamique, ont dit, eux, leur farouche opposition à une extension des libertés dans la société, pourtant promise par le président réformateur réélu. Alors la tâche de M. Rouhani s'annonce visiblement très délicate. Pour en parler, nous recevons ce matin en direct de notre studio de Paris un spécialiste de l'Iran, Thierry Coville, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, c'est l'IRIS. Bonjour Thierry Coville. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous pour parler de l'Iran jusqu'à 8h, mais j'ai presque envie de vous demander votre réaction, non pas de chercheur, mais de citoyen aux événements de la nuit dernière en Grande-Bretagne. Vous avez suivi ça, Manchester, qui rappelle un peu Paris. La France fut aussi touchée, évidemment, par le même type d'attentat, puisque visiblement c'en est un. Et ça nous ramène à la notion de terrorisme, d'ailleurs. Hein. Je citais M. Trump, qui accuse l'Iran de soutenir le terrorisme. Comment réagissez-vous à ce qui s'est passé hier soir à Manchester ? Comme vous l'avez dit, en tant que citoyen, quand on se rappelle ce qu'on a vécu en France, on est d'abord horrifié. Donc, c'est le sentiment de compassion par rapport à ceux qui sont touchés, parce que ça a été... le choc est toujours présent d'ailleurs en France. Bon, si on se place sur le plan de... petit peu, je prends ma casquette d'analyste en matière de géopolitique, c'est là où, à mon avis, le discours de Trump tombe complètement à plat. Enfin, on le voit déjà bien, mais l'Iran, le seul pays au Moyen-Orient qui se bat et qui perd des hommes, qui se bat sur le terrain contre l'État islamique, c'est l'Iran. Donc, les mettre sur le même plan, indépendamment de tout, c'est aussi tellement ridicule de mettre sur le même plan l'Iran et l'État islamique, le mettre sur le même plan en disant que tous les deux représentent un danger, à mon avis, on voit à quel point c'est une contre-vérité totale. C'est une contre-vérité, c'est quoi ? C'est une méconnaissance ou c'est une volonté d'entretenir un feu bien volontaire de la part de M. Trump ? C'est quoi ? C'est de l'ignorance ou du sabotage, selon vous ? Si vous voulez, là, on rentre dans pourquoi M. Trump prend des positions dans tous les domaines. Moi, j'avoue que ça dépasse mes compétences. On a l'impression qu'il y a un mélange de... il se cherche un ennemi, donc c'est vrai, un ennemi permet d'avoir une vision simple, binaire du Moyen-Orient, avec les bons et les méchants. Enfin, on rappelle quand même qu'il explique pendant sa campagne que ce que fait la Russie en Syrie, c'est bien, parce qu'il lutte contre l'État islamique. Il se trouve que l'Iran se bat avec la Russie contre l'État islamique en Syrie, mais ce que fait l'Iran en Syrie, c'est mal. Donc, il faut chercher à comprendre. Il y a, je pense, l'islamophobie qui est très claire, qui est dans le camp de Trump, on va dire plus. Et donc, comme on ne peut pas attaquer l'Arabie Saoudite, où manifestement, s'il y a des intérêts commerciaux, où on va vendre des armes à l'Arabie Saoudite, donc autant taper sur l'Iran. Et puis, beaucoup d'ignorance, je pense beaucoup d'ignorance. Et puis, on a aussi, effectivement, des gens, à mon avis, qui sont capables autour de lui, mais qui ont, pour un certain nombre de raisons, un biais contre l'Iran. On a effectivement aussi une action, un lobbying, je pense, face à tant d'ignorance, excusez-moi, mais on a le lobbying d'Israël, de l'Arabie Saoudite est assez efficace. Vous mélangez tout ça, on a des positions. Je ne dis pas, si vous voulez, que les États-Unis reprennent une politique traditionnelle d'alliance avec l'Arabie Saoudite et Israël. Ça, à mon avis, on n'est pas surpris. Mais aller aussi loin et mettre l'Iran sur le même plan dans la région que l'État islamique, c'est tellement ridicule et contre-productif aussi. L'Iran ne soutient pas, n'a jamais soutenu le terrorisme, Thierry Coville ? Non, mais alors, si vous voulez, il faut aussi... C'est là où on voit l'ignorance. Regardez, je sais pas, moi j'ai lu combien d'analyses aux États-Unis sur les tensions entre l'Iran et les États-Unis. Évidemment que l'Iran, au début, après la révolution iranienne, avait une politique d'exportation de la révolution et a soutenu le terrorisme à l'étranger. Mais on sait aussi que depuis la fin des années 80, depuis la fin de la guerre avec l'Irak, l'Iran est plutôt engagé dans une politique de diplomatie classique. Ils veulent instaurer un rôle de puissance régionale. Et je vous le dis, quand on entend le discours de Trump, moi j'étais en Iran l'été 2014. Enfin, tous les experts le savent. Si l'Iran, faut le dire quand même, si l'Iran n'était pas intervenu
au nord de l'Irak pour stopper l'État islamique, quand l'État islamique a déferlé au nord de l'Irak, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Donc, si vous voulez les mettre sur le même plan que l'État islamique, il y a quasiment un génocide contre les chiites qui est effectué par l'État islamique. Donc, oser les mettre sur le même plan que l'État islamique, c'est une contre-vérité totale. Enfin, l'Iran a quand même, je ne sais pas si M. Trump est au courant, mais l'Iran, quand c'est son intérêt, peut coopérer avec les États-Unis. L'Iran a aidé à donner des informations sur les bases des talibans quand les États-Unis voulaient attaquer l'Afghanistan. On le sait très bien, l'Iran les a aidés. Donc pourquoi tout d'un coup ils deviennent les grands méchants? C'est un peu caricatural. Donc à vous entendre, Thierry Coville, au contraire, pour éviter des événements du type de ceux qui se sont produits encore hier soir en Grande-Bretagne, il faudrait au contraire s'allier encore plus et coopérer encore plus avec l'Iran. C'est ça que vous nous dites? Je pense qu'il faut déjà avoir des relations normales avec ce pays. Donc arrêtez de le diaboliser. Ils ont des intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres, mais c'est un grand pays, un pays central dans la région. Ils sont engagés, c'est une lutte vitale pour eux, hein, la lutte contre l'État islamique. Ils ne veulent pas l'avoir à ses frontières. Donc je pense qu'on aurait tout intérêt à collaborer avec eux. Et je pense que d'ailleurs les Européens l'ont bien compris. Alors revenons à ce qui s'est passé ce week-end, la réélection du président Hassan Rouhani. On disait l'opposition des ultraconservateurs susceptible d'empêcher sa réélection. Il n'en a rien été. Il a même été confortablement réélu. Est-ce que ça a été une petite surprise quand même, ça? Oui, alors, ce qui se faisait, c'est les élections, c'est toujours difficile à suivre pour les experts, hein. Déjà, regardez, moi, quand on me posait des questions sur les élections en Iran, la première réponse que j'avais, regardez, on n'est même pas capable de donner le résultat des primaires en France, donc il faut rester prudent. C'est pas tout à fait la même chose quand même, oui. Non, mais je veux dire, vous voyez, je pense, c'est quand même... Justement, là, on revient à la différence entre l'Iran et quand même les autres pays dans la région. Il y a une opinion publique en Iran. Alors, je ne dis pas que les élections ne sont pas contrôlées en Iran. On fait une sélection des candidats à la présidence de la République, mais il y a une opinion publique. Et vous savez comme moi que l'opinion publique, elle est fluctuante. Mais c'est vraiment le peuple qui s'exprime par la voie des urnes. Rien n'est biaisé dans le cadre d'élections en Iran. Là, je pense... Il y a eu des fraudes dans le cas. Si vous me faites dire qu'en 2009, je pense en 2009, il y a eu une fraude. Mais dans ce cas-là, ce qui s'est passé, parce qu'on a des sondages, on commence à avoir des sondages sur l'Iran, manifestement, au début, je pense que Rouhani était mis en difficulté. Lors de son premier débat télévisé, il n'a pas été très bon, il est resté sur le terrain économique où il a été attaqué. Et je pense, manifestement, c'est très clairement, vous savez, il a visité une mine où il y avait eu des accidents, et il a été pris à partie par les ouvriers, et je ne sais pas ce qui s'est passé. À partir de ce jour-là, sa campagne n'a pas été le même. Il a commencé à porter le débat sur la question des libertés individuelles, il a attaqué le pouvoir judiciaire, il a attaqué les passedarans comme soutenant son adversaire, il a dit que ses adversaires étaient des ennemis de la liberté. Qu'il ne devait pas parler de la liberté avait honte d'eux, donc il a mis la campagne sur le terrain des libertés individuelles, des relations avec l'extérieur, et il a donné des signaux à la population iranienne que si je ne suis pas élu, ça va être les radicaux, et c'est le retour d'Ahmadinejad. Et manifestement, à partir de là, c'est là que sa campagne a décollé, et c'est ça qui, à mon avis, explique son score. Ça veut dire qu'en Iran, pardonnez-moi l'expression, mais Dieu dirige un peu moins le pays que par le passé. Cette société s'urbanise, se modernise, s'éduque de plus en plus, et c'est ça qui donne cette réélection de M. Rouhani? Ça date pas de l'élection de Rouhani. Je veux dire, quand je lis des analyses qui nous disent que oui, maintenant l'Iran est plus séculaire depuis que Rouhani est au pouvoir, c'est un mouvement long. Tous les gens sociologues qui ont travaillé sur cette question. On a une formidable modernisation des mentalités en Iran, qui est impressionnante. C'est un chiffre qu'il faut avoir en tête. On avait 7 enfants en moyenne par femme en Iran avant la Révolution. Maintenant, on en a 2. Les femmes se marient de plus en plus tard. Dans les universités, au Sistan-Baloutchistan, qui est la région la plus pauvre d'Iran, qui est une région sunnite, où il y a des problèmes ethniques, etc., vous avez 47% de filles dans les universités. Donc l'Iran se modernise partout. Moi, je fais une enquête sur les entreprises familiales en Iran. Je suis frappé de la modernisation des mentalités. On a une classe moyenne en Iran qui veut un pays normal, avec un état de droit. Donc il y a beaucoup de problèmes en Iran. Ils veulent un vrai secteur privé. Ils veulent des relations normales avec l'extérieur. Et donc c'est les aspirations, on va dire, les aspirations des Iraniens à une vie normale. Et effectivement, ils voient dans Rouhani celui qui peut sans doute... Ils croient à la démocratie. C'est ça aussi qui est bien en Iran, c'est que les gens ont des problèmes, les différentes ethnies ont des problèmes. Ils pensent qu'il vaut mieux aller voter que entreprendre des actions violentes pour changer la situation. Donc je pense qu'on a une société civile en Iran, je ne suis pas le seul à le dire, qui veut s'exprimer et qui choisit toujours le plus modéré quand il n'y a pas de fraude, effectivement. Mais il y a quand même évidemment une situation économique assez déplorable. 4 millions de personnes demeurent sans emploi, principalement des jeunes. 8 millions vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a encore des attentes énormes, malgré ce qui s'est conclu entre Barack Obama et l'Iran il y a quelques mois. La relance espérée n'est pas arrivée. Comment est-ce qu'on l'explique, ça ? C'est assez simple. Sur le plan économique, ça va quand même mieux. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que les sanctions
liées au nucléaire ont été levées simplement début 2016. Donc c'est très récent. Donc ce qui s'est passé, c'est que la situation macroéconomique s'améliore en Iran. La croissance, d'après le FMI, devrait atteindre 6,5% en 2016. Bon, avant c'était 0. Sous Ahmadinejad, ça a diminué de 6%. L'inflation est maintenant à moins de 10%. Le problème, et d'ailleurs de nouveau, il n'y a pas qu'en Iran on voit ça, les gens ne voient pas dans leur vie quotidienne les conséquences de ça. Pourquoi ? Parce que je pense que les attentes étaient gigantesques quand il y a eu... C'est normal, l'Iran a tellement souffert pendant les sanctions, les gens pensaient que tous les problèmes allaient être réglés avec la fin des sanctions et l'accord sur le nucléaire. Et d'autre part, vous venez de le rappeler, il y a des gros problèmes sociaux en Iran. C'est pas avec une année sans sanctions que l'économie iranienne va repartir. Alors, tout son pétrole, mais d'autre part, il reste un certain nombre de sanctions américaines qui traumatisent toujours les banques suite à l'affaire BNP Paribas. Donc les grandes banques européennes ne veulent pas revenir sur le marché iranien. Et puis il y a des problèmes en Iran qui demandent, si vous voulez. L'Iran a par exemple des tendances démographiques. Vous avez actuellement plus 600 000, 700 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. L'économie iranienne, qui est dominée à 80% par le secteur public, qui est dominée par le pétrole, qui est très rentière, elle a besoin de plusieurs années de croissance, elle a besoin d'ouvrir son économie au secteur privé. Elle a besoin de se privatiser, c'est ça, oui. Exactement. Et il y a des résistances, il y a besoin de s'ouvrir à l'investissement étranger. Ça prend énormément de temps, il faut changer les habitudes, il faut apprendre à négocier avec des entreprises multinationales. L'Iran est très fermé. Je regardais les chiffres, il y a 2-3 milliards d'investissements directs étrangers chaque année en Iran. Avant qu'ils arrivent à 50 milliards, vous imaginez les transformations. Puis il faut convaincre, on en parlait juste à l'instant. Je veux dire, si le discours populiste de Trump sur l'Iran passe si bien, c'est qu'il y a encore un problème d'image de l'Iran. Les gens ne connaissent pas la réalité de l'Iran. Donc il faut que les autorités iraniennes changent l'image de leur pays. Tout ça, ça va prendre du temps, dans un contexte géopolitique compliqué. Donc, c'est un peu normal que Rouhani n'ait pas tout réglé dans un premier mandat où il s'est surtout concentré sur la question de l'accord sur le nucléaire, enfin d'avoir un accord sur la question du nucléaire. Il avait promis à Hassan Rouhani de faire lever les sanctions. Ça implique des négociations avec les États-Unis, de nouvelles négociations très délicates. Comment va-t-il s'y prendre là face à Donald Trump dont on a dit qui évidemment était incontrôlable, qui cherche à isoler encore l'Iran, ce sont des propos qu'il a encore tenus hier. Sur quelle base les négociations, si elles ont lieu entre Iran et les États-Unis, vont-elles pouvoir reprendre ? Alors, il faut toujours rester prudent. Rappelez-vous, moi, ce que j'entendais en 2011, 2012, quand il y avait la crise sur le nucléaire, moi, ce que j'ai pas entendu, bon, je ne veux pas rappeler tout ce qu'on m'a dit, qui m'a dit ça, mais on ne peut pas négocier avec les Iraniens, il va y avoir la guerre, etc. Bon, il y a eu une négociation, il y a eu un accord sur le nucléaire, donc je pense qu'on peut négocier avec l'Iran. C'est un pays rationnel. On a un gouvernement qui veut négocier, qui sont des très bons diplomates. Je ne dis pas que c'est facile de négocier avec eux, c'est des négociateurs très durs, mais disons, on peut sortir de cette crise par le haut. Bon, le problème, on a vu, bon, alors en Iran, vous avez sans doute une ligne dure, vous l'avez rappelé, je pense que le guide, les passes d'Aran, vous avez encore des ultra-radicaux qui ont quand même un certain pouvoir. Ils ont quand même près de 40% des votes, donc ils veulent, et puis ils vont pas battre en retraite comme ça, donc ils veulent peser sur les choix. Les passes d'Aran ont répété avant les élections, ne touchez pas aux questions internationales comme la Syrie, c'est notre domaine, etc. Donc il va y avoir très clairement, sur le plan intérieur, Rouhani a un rapport de force favorable avec cette élection où il a quand même battu très largement les ultras, mais il va y avoir, comme toujours en Iran, un rapport de force véritable entre sa vision modérée et la vision des durs. Il va imposer un règlement diplomatique. C'est très, très clairement la différence entre le guide et lui. Le guide a dit, on a fait un accord sur le nucléaire, il y aura pas, les Iraniens parlent de Barjam, il n'y aura pas un Barjam 2, c'est-à-dire pour le guide, ça suffit les concessions en gros. Oui. Rouhani dit le contraire. Rouhani dit, sur d'autres domaines, on peut très bien faire comme sur l'accord sur le nucléaire. Qui aura le dernier mot, Thierry Coville ? Parce que le guide reste chef des armées, il détermine la politique du pays, il détient le pouvoir judiciaire et médiatique. Donc on a l'impression que c'est plutôt lui qui aura le dernier mot, non ? Écoutez, c'est pas aussi simple que ça en Iran. Vous savez, c'est pas le guide qui décide de tout. Le guide prend en état le consensus et toutes les forces. Et tout le monde se réunit autour d'une table. C'est un peu la culture du pays. Chacun discute, chacun essaye d'enlever le morceau, entre guillemets, si vous voulez. Donc il va y avoir des négociations très dures. Mais très clairement, Rouhani, il a un rapport de force favorable. Il est quelqu'un d'assez, si vous voulez, c'est un mélange de diplomatie et de fermeté. Parce que vous savez, actuellement en Iran, pour s'opposer à toutes ces forces radicales,
faut quand même être sacrément costaud. Donc je pense qu'il sait en plus qu'il porte les espoirs de la société iranienne. Si jamais il fait pas ce qu'il a dit, bon, je dis pas qu'il y aura des tensions en Iran, mais il y aura sûrement beaucoup de désespoir et beaucoup de réticence à de nouveau aller voter. Donc il sait qu'il porte les espoirs de la société iranienne. D'autre part, faut pas oublier cette modernisation de la société dont je vous ai parlé, cette rationalité, elle existe aussi chez les radicaux. Vous savez, les radicaux savent très bien que ça coûte très cher de se battre en Syrie, qu'il faudrait mieux avoir une solution politique en Syrie, qu'il faudra mieux avoir une région stable pour développer les échanges économiques. Donc, ils ne sont pas aussi complètement fermés. C'est ça aussi qui fait leur force. Donc, il va y avoir des négociations très dures. Mais je pense que Rouhani, avec tout ce qu'il a dit lors de ces élections, il est quand même fort de cette victoire. Je pense qu'il va tenter de changer les choses. Je ne dis pas ce qu'il va y arriver, mais il va y avoir des sacrées négociations en Iran. Alors, l'autre volet, c'est les États-Unis. Il faut quand même. Est-ce qu'ils sont prêts à reprendre des négociations? Oui. Écoutez, là, il faut demander à des spécialistes des États-Unis. Mais je pense que c'est leur intérêt. Enfin, moi, j'ai lu tellement d'analyses qui nous disaient oui, cette politique. Écoutez, la politique d'isolement, ça fait presque rire. C'est la politique que les Américains ont essayé vis-à-vis de l'Iran, de changer le régime ou d'isoler le régime, de la révolution jusqu'à l'arrivée d'Obama. Ça n'a pas marché. Ça ne fait que renforcer les ultras en Iran. Ça ne fait que renforcer ceux qui veulent une opposition frontale aux États-Unis. Ça dessert les intérêts des États-Unis. Alors moi, je suis pas américain, mais je pense qu'il y a assez de gens aux États-Unis qui savent que leur intérêt à terme, c'est de reprendre les négociations avec l'Iran. Donc il faut espérer que, bon, il y a des gens un peu éclairés. Je sais qu'il y en a. Il y a des très très bons connaisseurs de l'Iran aux États-Unis qui puissent quand même dire au président américain, bon, ça suffit, il faudrait peut-être être un peu pragmatique avec l'Iran.